Ustad. Merci, cher ami. Bonjour à tous. Donc, on continue nos présentations donc, au cours de ce beau congrès de MJ Maroc. Et aujourd'hui, on va parler de l'arrêt cardiaque. Donc, l'arrêt cardiaque, vous êtes des médecins et vous êtes tous censés faire une réanimation cardio-pulmonaire correcte. D'accord? Donc, ça peut se produire à l'intérieur de l'hôpital comme ça peut se produire à l'extérieur de l'hôpital, dans un restaurant, dans un lieu public, dans un hôtel et dans l'hôpital. Alors, il faut savoir les temps qu'il faut respecter pour assurer une réanimation cardio-pulmonaire de base, faire un diagnostic rapide de l'arrêt cardiaque et commencer aussi rapidement donc une réanimation pour sauver votre victime. Alors, donc, je vais commencer ma présentation par une petite définition. C'est quoi un arrêt cardiaque? Un arrêt cardiaque ou cardio-circulatoire ou cardio-respiratoire, ça vous dit quoi? Arrêt de la perfusion d'organes, arrêt de la circulation, arrêt de l'activité cardiaque tout court. D'accord? Mais ça ne veut pas dire arrêt de la contraction cardiaque. Gardez cette nuance en tête parce qu'on va en parler. Donc, arrêt circulatoire, c'est l'arrêt de la perfusion des organes, éventuellement donc, les organes nobles, notamment donc, le cerveau, parce que c'est lui qui va conditionner le pronostic par la suite. Et c'est une urgence des urgences, c'est l'urgence absolue. Donc, face à cette urgence, donc, il ne faut pas ménager aucun effort, ne perdre aucun temps pour secourir votre victime. Alors, le pronostic est fonction de l'étiologie, fonction surtout de la précocité de votre prise en charge et de la rapidité de la réanimation cardio-pulmonaire. Alors, la survie, quoi qu'on fasse, donc on n'a pas beaucoup, on peut pas secourir beaucoup de patients parce que 5-10%, c'est peu hein, par rapport au phénomène. Alors, il y a un point très important, c'est le premier témoin qui va être à côté du patient qui va faire l'arrêt cardiaque. Alors, ce témoin, il va jouer un rôle très important parce que c'est celui qui va déclencher l'alerte, c'est celui qui va commencer la réanimation cardio-pulmonaire et c'est celui qui pourra sauver la victime. D'accord? Maintenant, on commence à faire des séances de sensibilisation, des séances de formation, même pour le grand public, pour qu'il assure une réanimation cardio-pulmonaire de base jusqu'à l'arrivée des secours. Et puis, dès que cette réanimation cardio-pulmonaire va être précoce, donc on a plus de chances à récupérer donc, la victime. Donc on peut aller jusqu'à plus de 30% de chances de récupération du patient en arrêt cardiaque. Pourquoi? L'arrêt cardiaque, c'est une urgence parce que chaque minute qu'on va perdre, donc c'est du pronostic neurologique. Vous voyez qu'on perd 10% à chaque minute de la récupération neurologique. Et du coup, au bout des minutes, vous êtes d'accord avec moi, donc il y a moins de chances à ce que le patient soit récupéré. Et même si on récupère, donc à partir de la 15e minute, même si on récupère le sujet, donc on va récupérer un cadavre et pas un être humain. Parce que le pronostic neurologique, il est compromis. Et le patient, même s'il va survivre, il va garder des séquelles neurologiques très lourdes. Alors sur le plan épidémiologique, on a presque 600 000 morts subites qui se produisent dans les pays industrialisés. Donc ça fait 40-50 000 morts subites ou arrêt cardiaque pour chaque pays. Si on prend la France, malheureusement au Maroc, on n'a pas de registre des arrêts cardiaques, donc on n'a pas de chiffres. Et l'arrêt cardiaque il se produit essentiellement en extra-hospitalier, 85%. Ça veut dire que la victime, elle va faire l'arrêt à côté d'un témoin qui n'est pas forcément un médecin, dans la plupart des cas. Et vous voyez ici, à domicile, 70%. Donc les arrêts cardiaques se produisent à domicile. Et quand on parle de mort subite, on parle d'un arrêt cardiaque sans cause prémorbide. Je parle de pathologie cardiaque, pathologie tumorale, cancéreuse, etc. Ça veut dire que ce sont des sujets a priori bien importants qui vont faire un arrêt cardiaque. Donc 70% à domicile, ça veut dire que même la famille elle est censée savoir faire la réanimation cardio-pulmonaire de base. Donc c'est notre rôle en tant que médecin d'assurer cette formation, de sensibiliser les gens. Et bien sûr, nous, en tant que médecins, on va être appelés là où on sera, donc à faire une réanimation en cas d'arrêt cardiaque. Alors, le travail, donc le milieu de travail 3%, les lieux publics aussi 10%, et même dans vos cabinets.
Donc, vous pouvez être donc, sujet à une telle situation et il faut savoir, bien sûr, réagir. Alors, en parlant de cabinet, regardez-moi avec moi. Donc, cabinet de généralistes, quand même, il y a des arrêts cardiaques qui se produisent en cabinet généraliste. Donc, bien sûr, plus dans les cabinets de cardiologie, dans les centres de dialyse, mais dans les cabinets de médecine générale, donc on a quand même des arrêts cardiaques qui se produisent. Et bien sûr, le médecin, il doit réagir. La plupart des causes, c'est surtout en rapport avec les troubles de rythme, les tachycardies ventriculaires, dans plus de la moitié des cas. Donc, c'est des sujets qui vont venir consulter pour une autre cause, ils vont faire une fibrillation, une tachycardie ventriculaire, ils vont faire l'arrêt cardiaque devant vous. Il faut savoir réagir, bien sûr. Alors, les causes. Les causes de l'arrêt cardiaque, certainement cardiaque, parce qu'on parle du cœur. Il y a aussi les causes respiratoires, l'asphyxie, les corps étrangers, l'inhalation de corps étrangers, les pneumopathies. Mais il y a aussi des causes accidentelles, les intoxications, le suicide, les noyades. D'accord. Donc, l'été s'approche. Donc, on assistera à beaucoup de noyades, beaucoup d'arrêts cardio-respiratoires. Donc, il faut savoir les gérer. Et pour ceux qui font de la médecine de sport, donc la mort subite dans les terrains de foot, hein, c'est pas exceptionnel. Alors, j'aimerais tarder un peu sur les causes réversibles. Alors, causes réversibles de l'arrêt cardiaque, elles sont assez fréquentes. Il faut savoir les diagnostiquer, il faut y penser. Alors, c'est les 5 H et les 5 T. Alors, les 5 H, l'hypoxie, l'hypovolémie, l'acidose, l'hypo et l'hypercalémie et l'hypothermie. Et les 5 T, pneumothorax suffocant, l'embolie pulmonaire, la tamponnade, les causes toxiques, les intoxications et les thromboses coronaires, les IDM, les infarctus du myocarde. Alors ces causes, ils sont réversibles parce qu'ils sont de bons pronostics. Alors si on fait le bon diagnostic à temps, si on traite ces causes à temps, on a de fortes chances à récupérer le cœur. Donc il faut y penser au moment de la réanimation cardio-pulmonaire à ces causes-là, à ces 10 causes, et il faut les traiter. Bien sûr, chaque cause, donc, on va demander soit à la famille, soit aux accompagnants de la victime, s'il a pris quelque chose, s'il était dans une atmosphère hypoxique, par exemple l'intoxication au monoxyde de carbone, s'il a des antécédents cardiologiques, s'il est suivi pour un problème, s'il prend des médicaments. Alors tous ces éléments, il va les recueillir en même temps où on fasse la réanimation cardio-pulmonaire, et on pense à ces 10 étiologies, et il faut les traiter le plus rapidement possible. Donc comme ça, vous allez aider votre patient à récupérer une activité cardiaque efficace. Bien, donc l'objectif de ce topo aujourd'hui, c'est vous permettre de poser le diagnostic de l'arrêt cardiaque, de démarrer une réanimation cardio-pulmonaire efficace, d'accord, pour pouvoir récupérer votre patient. Donc c'est 2 objectifs. Alors pour cela, il y a des guidelines, des recommandations internationales. Vous savez que chaque 5 ans, donc le monde scientifique se réunit pour établir des guidelines donc, dans cette pathologie qui est l'arrêt cardio-respiratoire, parce que ça constitue quand même un problème de santé publique. D'accord. Il y a beaucoup de victimes qu'on perd chaque année. Il y a beaucoup de papiers qui sortent à chaque fois pour essayer d'améliorer la survie de ces patients, parce qu'en général, c'est des patients jeunes. On a dit qu'il n'y a pas de cause cardiaque ou cancéreuse donc précédant l'arrêt cardiaque. Ça veut dire que c'est des patients encore ils ont toute la vie devant eux, et du coup, donc, on devra être plus agressif dans notre approche pour essayer de récupérer ces gens. Et c'est pour cela qu'on a développé ce qu'on appelle le concept de la chaîne de survie. Donc, on a commencé par 3 maillons, après on a ajouté un 4e maillon, maintenant on est à 6 maillons. Alors ça commence soit en extra-hospitalier, soit en intra-hospitalier, donc de la reconnaissance de l'arrêt cardiaque, le déclenchement de l'alerte, la réanimation cardio-pulmonaire de base, la défibrillation qui doit être précoce, ça veut dire qu'il faut avoir un défibrillateur à côté, et on passe par la réanimation. Donc que ce soit dans l'ambulance ou dans l'hôpital, les soins de réanimation post-arrêt cardiaque après la récupération d'une activité efficace. Et maintenant, on a ajouté un 6e maillon, c'est celui de la réhabilitation et de la rééducation cardiaque. C'est-à-dire on va accompagner ce patient qu'on a récupéré jusqu'à ce qu'il retrouve une vie normale. D'accord. Avant, on ne faisait pas ça. C'est-à-dire on récupère, on passe le patient à la réanimation et puis donc, on attend à ce qu'il s'améliore tout seul. Maintenant, on l'accompagne, il y a des procédés, il y a un suivi cardiologique
par la suite pour essayer à ce que ce patient donc, récupère une activité normale. Bien, le diagnostic. Comment on reconnaît un arrêt cardiaque? Vous avez tous assisté à un arrêt cardiaque, certainement. Vous avez tous fait une réanimation cardio-pulmonaire. Comment vous avez posé votre diagnostic? Pas de respiration, pas de réaction, le pouls est faible. D'accord? Donc on a les 3 A. Absence de réaction, absence de respiration, absence de pouls. D'accord? Alors pour le pouls, je vous ai mis plus ou moins, il ne faut pas trop le chercher parce qu'on va perdre du temps. Normalement, cette étape, ça doit nous prendre combien de temps? 10 secondes. D'accord? Donc dans 10 secondes, il faut poser le diagnostic de l'arrêt cardiaque. Donc vous allez faire bouger votre patient, vous lui demandez de serrer la main, de répondre, et vous regardez sa respiration. En général, qu'est-ce qu'on fait? Donc on met notre joue face à la bouche de la personne pour savoir est-ce qu'il y a un souffle qui sort, et en même temps on regarde la poitrine, est-ce qu'il se soulève ou pas. D'accord? Ça va prendre 10 secondes. Ce n'est pas la peine de chercher le pouls. Et si vous voulez chercher un pouls, ça sera soit la carotide, soit la fémorale. Il ne faut jamais aller chercher le pouls radial parce que vous n'allez pas le trouver. D'accord? Parce que l'activité cardiaque n'est pas efficace, il n'y a pas de contraction efficace et du coup, il n'y a pas de perfusion périphérique. Donc, ce qu'on peut voir ou trouver, c'est un pouls carotidien et un pouls fémoral. Après, il y a la respiration. Regardez ce monsieur. Alors, c'est un monsieur qui fait ce qu'on appelle des gaspes. C'est difficile à faire le diagnostic des gaspes. Donc, c'est des respirations qui sont superficielles, amples, broyantes, d'accord? Et c'est l'équivalent d'un arrêt cardiaque. Alors, si vous êtes devant un patient qui fait une telle respiration, c'est un arrêt cardiaque. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Massage cardiaque. Il faut commencer le massage cardiaque. D'accord? Donc les gaspes, c'est l'équivalent d'un arrêt respiratoire. Très bien. Bien. Alors si vous avez un moniteur, ça c'est la définition électrique, on a parlé de la définition clinique, les 3 A. La définition électrique, c'est la présence, soit la systolie, c'est-à-dire l'arrêt complet des contractions musculaires, myocardiques, soit une présence d'une activité myocardique, mais qui n'est pas efficace. C'est-à-dire que le cœur, il ne se contracte pas assez pour chasser le sang qui est dedans, donc pour la perfusion d'organes. Et du coup, on a 3 autres situations. On a la fibrillation ventriculaire, donc sans pouls, et on a la dissociation électromécanique, et on a la tachycardie ventriculaire, la fibrillation ventriculaire et la dissociation électromécanique. Donc 3 autres situations qui font l'équivalent d'un arrêt cardiaque, malgré qu'on a une petite activité myocardique. Mais le cœur, il ne se vide pas de son sang. D'accord? Alors dans ce cas, il ne faut pas ausculter le patient. Ce n'est pas la peine de chercher les battements cardiaques par l'auscultation, c'est une perte de temps. Il ne faut pas faire, bien sûr, la palpation du pouls et il ne faut pas prendre une pression artérielle parce qu'elle est effondrée. Bien, donc, face à ces situations, donc on a dit qu'il faut déclencher une réanimation cardio-pulmonaire. Donc, c'est-à-dire déclencher ce qu'on appelle la chaîne de survie. Donc, ça commence par quoi? Par l'alerte. D'accord? On alerte, et après, il faut sécuriser l'environnement là où on va réanimer notre patient. C'est-à-dire une sécurité pour le patient et une sécurité pour soi. Là, je parle si vous êtes appelé à réanimer un patient qui est noyé, par exemple. Il faut l'extraire de l'eau, d'accord? Le mettre dans un coin qui est sécurisé. Si vous êtes appelé à secourir un patient donc, victime d'ensevelissement, d'accord? Ou dans un endroit où il y avait une intoxication au monoxyde de carbone, donc vous n'allez pas réanimer votre patient à l'intérieur, donc il faut extraire le patient de ce milieu hostile donc pour pouvoir donc, réanimer votre patient. Après, la réanimation cardio-pulmonaire, ça commence par quoi? Massage cardiaque, mais avant le massage cardiaque. La libération des voies aériennes.
D'accord. Libérez les voies aériennes parce que si vous êtes par exemple dans un restaurant et quelqu'un il a avalé donc un morceau de viande, il a fait une asphyxie. Donc le premier geste qu'il faut faire, c'est quoi? Le Heimlich. Ça veut dire qu'il faut extraire le bout de viande qu'elle a dans la bouche. Parce que quoi que vous fassiez votre massage cardiaque, donc ça sera inefficace. Donc il faut libérer les voies aériennes, placer le patient sur un plan dur pour que les compressions thoraciques soient efficaces et commencer votre massage cardiaque. D'accord? Défibrillation précoce, c'est très important. Pourquoi c'est très important la défibrillation précoce? Alors si on parle de pronostic, si on a l'asystolie, arrêt de l'activité cardiaque, combien on a de chances de récupérer une vie? 5, un peu plus, 7%. Ça, c'est dans les meilleurs des cas. 7%, même en intra-hospitalier. Si on a une fibrillation ou une tachycardie ventriculaire, combien on en a de chances? Si on défibrille rapidement, 30%. Vous voyez? Ça veut dire que le pronostic des arrêts cardiaques sur une arythmie est meilleur que celui sur une asystolie. Donc c'est l'intérêt d'avoir un défibrillateur à côté. Maintenant, on les implante même dans les lieux publics, dans les métros, dans les trains, dans les hôtels, etc. Je ne sais pas au Maroc où on est, mais je pense que le ministère est sensibilisé dans ce sens. Et bien sûr, ça va se continuer par une prise en charge spécialisée, soit par la présence médicale, soit par l'équipe de secours, soit si on est en intra-hospitalier par une équipe de réanimation et d'urgence. Bien, donc pour récapituler, donc on va analyser la situation dans laquelle avec stimulé, puis on vérifie la conscience, est-ce qu'il est conscient, on lui demande de bouger, de serrer la main, etc., de répondre à des questions simples, d'accord, et puis on vérifie la respiration, est-ce qu'il y a une ampliation thoracique, est-ce qu'il y a des gaspes, et on commence, donc on alerte et on commence notre réanimation cardio-pulmonaire. C'est assez simple. Alors ça va prendre 1-2 minutes et on va commencer notre réanimation et ça sera donc pour notre patient donc une chance supplémentaire pour qu'il soit secouru. Alors, pour faire simple, donc on va suivre donc les ABCD donc de ce qu'on appelle le BLS, donc Basic Life Support. Donc A, Airway, donc libération des voies aériennes. B, Breathing, c'est la ventilation, l'assistance ventilatoire. C, Circulation, donc c'est la circulation, c'est le massage cardiaque. Alors le massage cardiaque, il est très important. C'est pour cela que vous allez trouver dans la fréquence de massage cardiaque de compression thoracique par rapport à la ventilation 30/2. Ça veut dire qu'il faut donner plus d'intérêt au massage cardiaque plutôt que la ventilation. On va, si vous voulez qu'on parle de ça, il n'y a pas de problème. D, c'est la défibrillation, donc il faut défibriller assez précocement. Et aussi, drugs. Donc, parce que vous êtes des médecins, donc il faut donner des médicaments pour réanimer le cœur. Alors, airway, donc libération, donc déjà, mettre votre patient sur un plan dur, il faut le stimuler, puis regarder sa respiration, libération des voies aériennes, qu'est-ce qu'on fait? Donc, il faut ce qu'on appelle une subluxation de la mandibule. Donc, on tire la mandibule en haut pour que les voies aériennes donc, soient ouvertes. Alors, pour les sujets âgés, il faut faire quoi? Il faut chercher à l'intérieur de la bouche pour enlever l'appareil dentaire, enlever un corps étranger, dans un contexte d'asphyxie, enlever le corps étranger. Puis par la suite, là j'ai commencé avec la ventilation pour suivre le cheminement, donc breathing, c'est la ventilation. Donc il faut faire des insufflations. Alors si vous êtes médecin à bord d'une ambulance, qu'est-ce qu'il faut utiliser? Le réanimant, d'accord? Le ballon. Donc le ballon donc de réanimation. Alors si vous n'avez pas ça, vous pouvez essayer de faire la bouche à bouche pour les rebuter. Donc vous pouvez vous abstenir, mais bon. Là maintenant on a des dispositifs donc qui permettent donc une unisance, donc un dispositif anti-reflux pour ceux qui sont un petit peu réticents sur la bouche à bouche, donc pour permettre bien sûr la ventilation de la victime. Alors la durée de l'insufflation c'est 1 seconde. En 1 seconde vous devez souffler donc un volume assez important pour permettant bien sûr le soulèvement du thorax. D'accord? Alors là, je vais revenir juste ici pour l'intubation, parce que je sais, face à un arrêt cardiaque, donc on s'emballe tous pour faire une intubation. Alors l'intubation doit se faire par un expert. Elle doit se faire dans 30 secondes. D'accord?
Vous voyez que c'est rapide, on ne doit pas perdre de temps. Et le plus important dans l'animation cardio-pulmonaire, c'est le massage cardiaque plutôt que la ventilation. Alors 2, c'est la compression thoracique. Allez, c'est classique, compression thoracique. Comment on fait pour faire le massage cardiaque? Donc on doit mettre le patient sur un plan dur, un sol non mouillé, parce que si on défibre le patient, donc on risque d'avoir une décharge électrique. D'accord? Donc les mains, comment elles doivent être? Armées. Ça veut dire quoi, armées? Hein? Armées, c'est comme ça. Les mains doivent être armées pour donner plus de force donc, à notre compression. Donc on va imaginer une ligne donc, en intermamelonnaire hein, pour les hommes, pour les femmes, les vieilles mamies, donc ça va être un peu difficile, mais au milieu du thorax, et on va mettre notre paume de la main, si on est droitier, ça sera la droite, si on est gaucher, ça sera la gauche, donc sur le sternum un peu plus à gauche. C'est comme si on va la mettre sur le cœur et on va pomper, d'accord? Donc on va essayer de faire nos compressions, elles doivent être efficaces, c'est-à-dire qu'on va avoir une profondeur de 5-6 cm quand même, donc il faut pousser donc, très fort pour essayer de relancer le cœur. Alors le temps de relaxation doit être égal au temps de compression. Ça veut dire quoi? Ça veut dire au moment où je vais comprimer, la décompression doit être égale. Ce temps doit être égal pour permettre le retour veineux. Parce que quand je fais une compression, donc je chasse le sang du cœur vers la périphérie, et quand je fais la décompression, ça permet d'avoir donc un reflux de sang vers le cœur. Et ce massage cardiaque, pourquoi on le fait? Principalement pour préserver une perfusion cérébrale. D'accord? Ça va nous assurer jusqu'à 30% du débit cardiaque normal. Donc on a un tiers de débit cardiaque qui va assurer la perfusion du cerveau, qui va permettre bien sûr de secourir le patient. Alors 30 compressions pour 2 insufflations, si on est à 1 ou si on est à 2. Avant on parlait de 15 si on est à 1 sauveteur. Alors là maintenant, même si on est seul, donc on fait 30 compressions et on revient pour faire 2 insufflations. C'est clair? Très bien. Alors, le rythme, 100 à 120 compressions par minute. Comment on va le savoir? Donc, soit on a un moniteur, donc il va nous calculer les compressions, soit on va comptabiliser, donc 1, 2, 3, etc. Mais pour la garder dans la minute, maintenant on peut mettre une musique. Hein. Pour les occidentaux, c'est Stay Live. Pour nous, Finra Debi Akhoya. On a fait une étude sur ça et on a prouvé que Senia, on a fait la sur Senia, elle était meilleure que Stay Live. Donc on a pu arriver à 110, 100 battements par minute. Donc l'article est sur l'AMUR, hein, les annales marocaines de médecine d'urgence et de réanimation. Alors maintenant on a quelques moyens pour essayer de faire cette compression thoracique sans la présence de l'être humain. Alors ça va nous aider, pourquoi? Parce que vous savez que la prise en charge de ces patients doit se faire au sein d'une équipe et on va se fatiguer. Les compressions, elles sont fatigantes. C'est pour cela que dans les recommandations, il faut se relayer après chaque 2 minutes parce qu'on va se fatiguer. Et quoi on fasse? Donc on a l'impression de comprimer assez efficacement le cœur, mais on est fatigué, on n'est pas efficace. Donc à chaque 2 minutes, il faut changer celui qui comprime le cœur. Donc maintenant, on a des matériels. Hein, donc on a le Lucas, c'est le piston automatique, ou bien les bandes constrictives, et ça permet de faire une compression thoracique à long terme. On les utilise pour les dents d'organes à cœur arrêté, d'accord? On les utilise si on veut prolonger la réanimation cardio-pulmonaire au-delà de 30 minutes. Donc on utilise ce matériel parce qu'on aura besoin de beaucoup de monde pour faire la compression thoracique. Alors la défibrillation, alors le défibrillateur ça coûte pas cher, hein, donc on devrait l'avoir dans tous les lieux. Donc c'est simple, il y a des patchs sur lesquels il y a un schéma et on met bien sûr donc une patch en sous-claviculaire à droite et en latéraux ou en axillaire, donc latérothoracique à gauche. Alors ces 2 patchs, ces 2 électrodes vont permettre de donner une décharge électrique au myocarde pour le relancer, d'accord? Et en général, on commence par
150 joules si c'est un défibrillateur biphasique, ou 300 joules si c'est un défibrillateur monophasique. La plupart des défibrillateurs utilisés actuellement, commercialisés, ce sont des défibrillateurs biphasiques. Donc, on commence le premier choc à 150 joules et à partir du deuxième choc, c'est 200 joules. Pour les enfants, on va voir comment calculer donc la décharge électrique. Bien sûr, après la décharge électrique, qu'est-ce qu'il faut faire? Reprendre aussitôt les réanimations cardio-pulmonaires. Bien sûr, au moment de la décharge électrique, on s'écarte de la victime pour ne pas s'électrocuter. Et juste après l'arrêt de choc, donc il faut recommencer l'arrêt cardiaque. Pendant combien de temps? Combien de temps après la défibrillation on réanime notre cœur? Pendant 2 minutes. D'accord? C'est-à-dire, après le choc, réanimez le patient et après 2 minutes, si vous voulez recontrôler le rythme cardiaque. Bien sûr, là, on parle de rythme choquable. Alors, les rythmes choquables, on a 3. Fibrillation, tachycardie ventriculaire et dissociation électromécanique. La systolie, on ne la choque pas. Si on est devant un patient en asystolie, il faut commencer la réanimation cardio-pulmonaire, on ne choque pas. C'est un rythme non choquable. Les rythmes choquables, c'est les 3. Bien. Donc, je vous ai mis une vidéo. Ces techniques sont à utiliser lorsque la victime ne répond pas et ne respire pas. La marche à suivre consiste à tout d'abord vous protéger, faire alerter les secours et réclamer un défibrillateur automatisé externe dit DAE. Ensuite, pratiquez immédiatement le massage cardiaque. Dès que possible, mettre en marche le défibrillateur jusqu'à l'arrivée des secours. La compression thoracique. La première chose à faire est d'allonger la victime sur le dos sur une surface dure. Ensuite, placez-vous à genoux près de la victime. Placez le talon d'une main au centre de la poitrine, au milieu d'une ligne imaginaire entre les 2 tétons, au milieu du sternum. Placez votre autre main au-dessus de la première en entrecroisant les doigts des 2 mains. Effectuez une poussée verticale de 5 cm, bras tendus, puis relâchez la pression. La paume de la main reste toujours en contact du thorax. Le thorax doit reprendre sa dimension initiale après chaque compression. Le temps de compression doit être identique au temps de relâchement. Après 30 compressions, donnez 2 insufflations d'1 seconde. Maintenez la tête de la victime en arrière avec son menton élevé. Bouchez les narines avec 2 doigts en ayant la paume de la main sur son front. Ouvrez-lui légèrement la bouche et insufflez progressivement jusqu'à ce que son thorax se gonfle. Redressez-vous pour reprendre de l'air, sans excès, entre les 2 insufflations. Reprenez le cycle des 30 compressions à un rythme de 100 à 120 compressions par minute. Le défibrillateur. Les défibrillateurs sont équipés d'une assistance vocale automatique. Suivez attentivement leurs consignes. Si besoin, déplacez la victime via un drap sur un sol sec et non métallique. Mettez à nu la poitrine de la victime. Placez les patchs sur la poitrine de la victime aux endroits indiqués par le DAE en enlevant les protections collées. Il vous dira alors de reculer pour analyser le rythme cardiaque de la victime. Une fois le rythme cardiaque analysé, le DAE vous demandera soit d'appliquer un choc à la victime, soit, si ce n'est pas nécessaire, de recommencer la réanimation cardio-pulmonaire. Si la victime reprend connaissance, n'enlevez pas les électrodes. Alors, il a repris tout ce qu'on a dit, d'accord? J'espère que ça a été clair. Alors, moi, j'ai une question. Quand est-ce qu'on va poser les patchs de défibrillateur, si on a un défibrillateur? Si vous êtes dans votre cabinet, vous avez un défibrillateur. Quand est-ce que vous allez le placer face à un arrêt cardiaque? Est-ce que c'est dès le début, ou dès que vous avez un rythme ou... Dès le début? Dès le début? D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on fait en pratique? On a un arrêt cardiaque. Donc, on place la victime sur le sol. On place les patchs, on commence la réanimation cardio-pulmonaire. Alors le défibrillateur, il va faire l'analyse et il va nous donner la conduite à tenir. Est-ce que c'est un rythme choquable? Il va vous demander de s'écarter de la victime pour qu'il puisse délivrer le choc. Si le rythme est choquable, il va vous dire continuez la réanimation cardio-pulmonaire. D'accord? Donc dès le début, il faut poser donc, les patchs. Et ça, c'est une vidéo grand public, c'est-à-dire que tout le monde doit savoir faire ça. Après, en tant que médecin, on a un deuxième rôle, c'est de donner des médicaments. Quels sont les médicaments qu'il faut donner face à un arrêt cardiaque?
L'adrénaline. Quand est-ce qu'on donne l'adrénaline? Dans tous les arrêts cardiaques? Non? En cas? En cas de choc cardiogénique, oui, mais le choc cardiogénique, ça veut dire que la victime est toujours vivante. On a toujours une activité cardiaque, mais le cœur il est un petit peu défaillant. Mais là, on parle d'un arrêt cardiaque. Il n'y a plus d'activité. D'accord? En cas d'asystolie, si on a un tracé plat, donnez de l'adrénaline. D'accord? C'est les sinusales, ça veut dire qu'il y a une activité cardiaque. Si on a une asystolie, un tracé plat, donnez de l'adrénaline. Si on a un rythme, un trouble de rythme, tachycardie ventriculaire, une fibrillation ventriculaire, commencez la réanimation, choquez le patient. D'accord? Après, on pourra donner de l'adrénaline, on va voir par la suite comment on va gérer la situation. Mais l'adrénaline, à chaque fois que vous avez une asystolie, la défibrillation, à chaque fois que vous avez un trouble de rythme. C'est assez simple. Dose, 1 mg. 1 mg en intraveineuse directe. D'accord? Bien. Alors, les médicaments qu'on est censé donner, on a bien sûr le remplissage et le remplissage, parce qu'on a parlé de l'hypovolémie comme une cause réversible de l'arrêt cardiaque. Donc, pensez à l'hypovolémie, donnez du sérum salé et pas de sérum glucosé, sauf en cas d'hypoglycémie. Bien sûr, chaque fois qu'on a trouble de conscience, perte de connaissance, malaise, il faut penser à l'hypoglycémie, faites un dextro. Donc, c'est des petits gadgets qui ne coûtent rien, donc ils doivent être dans notre mallette, dans nos cabinets, et qui vont pouvoir, bien sûr, nous aider à secourir les patients. Donc là, si on a une hypoglycémie, donnez du glucosé, du G10 ou G30, ou G5, ou même du Coca-Cola. Si la glycémie est normale, donc donnez du sérum salé. Bien sûr, il faut avoir une voie veineuse. L'adrénaline, c'est 1 mg chaque 3-5 minutes. C'est-à-dire chaque 2 cycles de réanimation. On a parlé d'un cycle de réanimation, c'est 2 minutes. 2 cycles, ça fait 4-5 minutes. Donc chaque 5 minutes, on donne 1 mg en intraveineuse directe. Et on va répéter donc ces bolus d'adrénaline tant que la réanimation cardiopulmonaire dure, jusqu'à la récupération d'une activité cardiaque efficace. L'amiodarone, la cordarone, en cas de trouble de rythme, donc fibrillation ou tachycardie ventriculaire. Donc la cordarone, donc on donne 300 mg en bolus en intraveineuse directe. Donc après le troisième choc électrique. Donc on est face à un trouble de rythme. On a dit que le premier réflexe, c'est le choc électrique. Donc je choque la première fois. Je continue la réanimation pendant 2 minutes. Je choque la deuxième fois. La troisième fois, je n'ai pas encore une activité cardiaque. Donc je fais mon bolus de cordarone. Si je n'ai pas la cordarone, je vais donner quoi? La lidocaïne. Vous avez tous de la xylocaïne. D'accord? La lidocaïne, c'est un anti-arythmique. Donc, si vous n'avez pas la cordarone, donnez de la lidocaïne, donc 1 à 25 mg par kilo, donc sur une durée de 10 minutes, c'est-à-dire une perfusion de 10 minutes. On peut la reprendre après donc le cinquième choc électrique, donc une dose moindre, donc 0,5-0,75 mg par kilo. Et bien sûr, on a parlé des causes réversibles, donc il faut y penser et il faut les traiter, notamment l'hypercalémie, l'hypocalémie. Alors, comment vous allez faire le diagnostic de l'hypocalémie ou de l'hypercalémie? Est-ce que vous avez besoin d'un bilan de CG? Très bien. Donc, on aura quoi? Et notez comment elle est? Ample ou bien plate? Très bien. Et les fibrinolytiques, donc si on a un sus-décalage, donc un IDM, pensez à donner des fibrinolytiques. Comme quoi? Comme? Non, pas l'aspégique. L'aspégique, c'est un anti-agrégant plaquettaire. L'actylise. L'actylise et la métallise. D'accord? Actylise. Et la métallise, c'est des fibrinolytiques. C'est des antithrombotiques très forts, donc qui permettent la dissolution du thrombus en intracoronaire pour permettre une activité coronaire optimale. Bien. Alors, en pratique, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on est face à un arrêt cardiaque. Oui? C'est une très bonne question. Qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas de défibrillateur. Je pense que c'est le cas de tout le monde ici. Hein. Vous n'avez pas de défibrillateur. Face à un arrêt cardiaque, qu'est-ce que vous faites? Massage cardiaque. Oui, si vous avez l'adrénaline, il faut donner l'adrénaline. C'est toujours 1 mg. Je parle de l'adulte. 1 mg chaque 3-5 minutes.
Donc vous essayez de prendre une voie veineuse rapidement, parce que si vous tardez, vous aurez du mal à la prendre. D'accord? Donc la perfusion diminue avec le temps, donc les veines elles s'aplatissent et vous avez du mal à prendre une voie veineuse. Donc prenez la voie veineuse, enfin un deuxième opérateur qui va prendre la voie veineuse. Vous n'allez pas tarder à prendre une voie veineuse, vous allez laisser le massage cardiaque. La priorité est au massage cardiaque. Un deuxième opérateur, si vous n'êtes pas seul, va prendre une voie veineuse périphérique et va vous aider à faire des insufflations, à appeler à l'aide, à appeler une ambulance, etc. etc. Comment? Pardon? Non, ça ne se fait plus. Même en intratrachial, elle n'est plus recommandée. Avant, on les injecte en intratrachial. D'accord? Avant, ça date quand même, on les injecte en intracardiaque, mais ce n'est plus recommandé. Ça donne beaucoup de complications, il y a des hémorragies, des ruptures de la paroi par la suite. Il faut savoir que même la compression thoracique, elle est sujette à des fractures de côte, à des lésions cardiaques aussi, mais le but, c'est de récupérer la victime. Après, on peut régler ces problèmes. Alors, c'est l'état de choc. Ça, c'est le choc anaphylactique. Vous parlez de l'épipène, non. La dose, elle est petite. Hein. Là, on parle de 1 mg. Alors, l'autre, c'est 0,1 mg, donc c'est rien. Alors, arrêt cardiaque, adulte. Donc, on fait la réanimation cardio-pulmonaire, donc 32. Si on a une bouteille d'oxygène, donc il faut lui administrer de l'oxygène parce que l'hypoxie est une cause réversible de l'arrêt cardiaque. On fixe un moniteur si on a un moniteur et un défibrillateur si on en dispose. Et puis, on commence notre réanimation. Après 2 minutes, on analyse le rythme. Si on est en asystolie, alors là maintenant, vous parlez des moniteurs. Les moniteurs, ça ne coûte pas trop cher. Il y a des petits moniteurs que vous pouvez avoir même dans vos cliniques. Ça va vous permettre d'avoir un battement cardiaque, ça va vous permettre d'avoir une saturation pulsée et une fréquence cardiaque. Et donc, en cas d'asystolie, c'est l'adrénaline. Donc, donnez de l'adrénaline 1 mg et puis recommencez votre réanimation cardio-pulmonaire pendant 2 minutes. Et à chaque 2 minutes, on va analyser le rythme. Là, quand on commence notre réanimation, on pense aux pathologies réversibles et si on a les moyens, on peut intuber notre patient. Mais on a dit que c'est une intubation qui doit être rapide, 30 secondes. Si vous ne pouvez pas faire une intubation dans les 30 secondes, n'y pensez pas. Donc laissez votre patient réanimer le cœur et continuez vos insufflations. Elles sont suffisantes. Et maintenant, on parle même de massage cardiaque. Même le massage cardiaque à lui seul, les ampliations thoraciques, elles permettent d'avoir une petite ventilation. Parce que quand on va comprimer le thorax, donc il y a une entrée d'air spontanée et quand on comprime, il y a une sortie d'air spontanée. Donc le massage cardiaque à lui seul, il permet d'avoir une petite ventilation pulmonaire. Alors si on récupère une activité cardiaque efficace, alors là, on a sauvé la victime, on la passe en réanimation pour qu'il puisse donc recevoir donc, les suites réanimatoire, le traitement réanimatoire post-arrêt cardiaque. Si on n'a pas récupéré notre patient, on continue la réanimation cardio-pulmonaire. Pendant combien de temps? Non, la totale de la réanimation. Vous allez continuer votre réanimation pendant combien de temps? 30 minutes. Alors 30 minutes, oui, c'est la recommandation. Alors les recommandations, ils disent 30 minutes, en dehors de quelques cas très particuliers. On va les voir par la suite. D'accord? Donc 30 minutes, vous avez une demi-heure pour réanimer le patient. Alors pourquoi on arrête à 30 minutes, à votre avis? Parce qu'on a moins de chances de récupérer un être vivant. Mais sinon, éthiquement, on n'a pas le droit d'arrêter à 30 minutes. D'accord? Parce qu'une vie, ça coûte très cher. Il n'a pas de prix. Vous êtes d'accord avec moi? Bien. Alors si vous êtes face à un rythme comme ça, une fibrillation ventriculaire ou tachycardie ventriculaire, donc qu'est-ce qu'on fait? On commence toujours par la réanimation cardio-pulmonaire parce que le défibrillateur, il aura un peu de temps pour analyser le rythme. Donc ce moment, on ne va pas laisser la victime sur le sol, on la réanime, on comprime le cœur et puis l'analyse elle est là, c'est un rythme chocal, tachycardie ventriculaire, tachycardie sans pouls ou fibrillation ventriculaire. On choque le patient. Combien on donne si on est en biphasique? 150 joules, très bien. On peut aller de 200, mais commencez par 150 joules.
Donc, et puis, on continue aussitôt par la réanimation cardio-pulmonaire pendant 2 minutes. À ce moment-là, si on est à plusieurs, donc on peut intuber le patient. On analyse le rythme après 2 minutes. Toujours un rythme comme ça. On choque le patient la deuxième fois. Et on continue la réanimation cardio-pulmonaire. À ce moment-là, on a le droit de donner de l'adrénaline. D'accord? Parce qu'on a eu le temps de prendre une voie veineuse, on a choqué le patient, on l'a réanimé. Donc on peut donner de l'adrénaline pour essayer de faire une vasoconstriction périphérique et ramener le sang vers le centre, vers le cœur. Si jamais il y a une hypovolémie qui était responsable donc de troubles de rythme. On continue la réanimation 2 minutes, on analyse le rythme, s'il est toujours choquable, on choque la 3e fois. Donc 3 chocs de suite après 2 minutes de réanimation cardio-pulmonaire. À partir du 3e choc, on donne l'antiarythmique, la cordarone ou la lidocaïne qui va aider le choc électrique à récupérer donc une activité myocardique efficace. Alors si on arrive à récupérer le patient, donc c'est bon. Sinon, on continue comme ça. Donc chaque 2 minutes de réanimation cardio-pulmonaire, je choque et j'analyse le rythme cardiaque. D'accord? C'est clair? Je m'excuse de vous interrompre. On est à court de temps. Si vous pouvez écourter, rapidement. Merci beaucoup. J'essaie de respecter le temps. Hein, parce que parfait. Je sais qu'on a pris du retard. Donc c'est bon pour le rythme choquable? D'accord? Donc après 3 chocs, on donne l'antiarythmique. Après le 5e choc, je peux donner une 2e dose d'antiarythmique, que ce soit la cordarone ou la lidocaïne. Alors, il reste une question qui est en suspens, parce qu'avant, qu'est-ce qu'on faisait? Face à un arrêt cardiaque choquable, on fait 3 chocs successifs. Je pense que vous avez assisté à ça. On fait le 1er choc, le 2e choc, 3e choc, et on continue la réanimation cardio-pulmonaire. Alors, c'est plus recommandé, sauf dans un seul cas, dans la salle de cathétérisme. Alors, si le cathétériseur, il fait une coronarographie, et on trouve un thrombus, une charge thrombotique très importante, d'accord, il donne l'anticoagulant, la Grasta en général, et là, il a le droit de donner 3 chocs successifs. C'est le seul qui a maintenant, donc, selon les guidelines, le droit de donner 3 chocs successifs. Autre chose, le coup de poing sternal. Vous l'avez vu dans les films. Ce n'est plus la peine de le faire. Hein. Il est inefficace. Et barbare aussi. Bien. Alors, on a parlé de l'adulte. Est-ce qu'il y a des terrains particuliers? Je vous ai ajouté deux terrains particuliers parce que ce sont vos patients. On a la femme enceinte. Qu'est-ce qu'il faut faire chez la femme enceinte? Donc, la même démarche, donc ABCD, comme on a vu. Et puis, après, les compressions thoraciques doivent être un petit peu plus hautes parce qu'on a l'abdomen qui est gonflé. Alors, si on comprime l'abdomen, qu'est-ce qu'on va faire? On va entraîner des contractions. On peut faire une expulsion. Donc, on monte un peu plus haut. On a dit que intermamelonnaire chez l'adulte, là, on monte un petit peu plus haut chez la femme. Et c'est les mêmes compressions, donc 5-6 cm de profondeur. Alors, pour améliorer le retour veineux, parce qu'on a parlé de la compression, des compressions qui va faire affluer le sang vers le cœur, donc on bascule le corps de la dame, de la parturiente, vers la droite pour libérer la veine cave inférieure pour qu'on puisse avoir un retour veineux. Donc soit on va mettre donc, un drap ou un billot donc, sous la fesse droite, soit on bascule l'abdomen donc, vers la gauche, donc l'abdomen de la femme enceinte. L'intubation, alors si on est amené à intuber une patiente, il faut utiliser une sonde qui est de diamètre un petit peu moins que celui chez l'adulte. Pourquoi? Allez-y mes femmes. علاش؟ لا non. Quand on est enceinte, on a quoi? On a des œdèmes qui s'installent. Les femmes qui ont fait la grossesse donc ont eu ça. Donc on a des œdèmes. Et on a même des œdèmes au niveau de la muqueuse glottique. Alors si on utilise une sonde d'intubation normale, standard comme chez l'adulte normal, donc on va traumatiser, on va pas entrer, on va traumatiser donc le carrefour glottique, d'accord? Donc c'est pour cela qu'il faut utiliser donc une sonde de calibre un peu plus petit. Et en plus, on a parlé du temps.
Donc une intubation qui doit être rapide, donc on ne va pas perdre du temps à intuber avec une sonde plus grande. Alors il faut penser à la césarienne périmortem à partir de la 5e minute de réanimation. Parce que là, le risque maternel, il est là, et on ajoute un risque fœtal. Et pourquoi 5 minutes? Parce que le fœtus il est sensible à l'hypoxie. À partir de la 5e minute, on a moins de chances de récupérer un fœtus aussi. Donc à partir de la 5e minute, il faut appeler les gynécologues, penser à faire une césarienne périmortem. Bien sûr, là, je vous ai mis les différentes étiologies ABC jusqu'à H, donc de la grossesse. Donc on retrouve les mêmes étiologies auparavant. Il y a aussi, donc on y ajoute l'éclampsie, la prééclampsie, l'hypertension, l'embolie amniotique, auquel il faut penser dans ce contexte. Alors, il nous reste la population pédiatrique. Alors ici, la compression doit être efficace, 1/3 du diamètre antéro-postérieur du thorax. Alors les insufflations, là on parle plus de 30 compressions, 2 insufflations, on parle de 15-2. 15 compressions, 2 insufflations, pourquoi? Parce que l'enfant et le nourrisson, il est sensible à l'hypoxie. Donc on donne plus de chances à la ventilation qu'à la compression. Alors si le nourrisson ou l'enfant ils sont intubés, c'est 2-3 insufflations. Donc une insufflation chaque 2-3 secondes. La défibrillation, donc premier choc, 2 joules par kilo. 2 joules kilo. À partir du deuxième choc, 4 joules kilo. Donc on peut aller jusqu'à la dose de l'adulte, donc 10 joules kilo. Donc sans dépasser bien sûr la dose de l'adulte. On a parlé de 200 joules. L'adrénaline, c'est 0,01 mg kilo. Maximum, c'est 1 mg. Donc c'est en fonction du poids. La lidocaïne, c'est 1 mg kilo. Et la cordarone, c'est 5 mg kilo. Donc on s'adapte bien sûr à la posologie selon donc, le contexte de l'arc cardiaque. Alors pour la compression thoracique, pour le nourrisson, on utilise les 2 doigts. Donc compression des 2 doigts au niveau du thorax. Donc on place le nourrisson sur un plan dur et on comprime donc le thorax. Donc 15-2, selon un rythme de 15 compressions, 2 insufflations. Alors les patchs, bien sûr, ils sont grandes, donc on ne va pas les mettre ici, ça ne va pas être possible. Donc on met une en antérieur, une en postérieur, de telle sorte que le courant, il traversera le cœur. Et chez le petit enfant, donc on utilise une seule main, parce que si on utilise les 2 mains, c'est quoi le risque? On va casser la cage thoracique. Voilà, donc on a parlé des 30 minutes, donc on peut pousser ces 30 minutes jusqu'à 90 minutes en cas d'embolie pulmonaire, en cas d'infarctus du myocarde, parce que c'est le temps d'action des fibrinolytiques, on a parlé de l'actylyse et de la métalyse. Et bien sûr, le massage cardiaque pourra être plus prolongé. On a un temps de no-flow qui est nul au moins de 5 minutes. Alors no-flow rapidement, c'est le temps entre l'arrêt cardiaque et le début de la réanimation cardio-pulmonaire. Si ce temps est réduit, donc on peut prolonger la réanimation cardio-pulmonaire. Si on a des signes de vie au cours de la réanimation pulmonaire, il faut prolonger la réanimation. Si on a une hypothermie, parce que l'hypothermie, elle est cérébroprotectrice, donc il faut continuer pour donner plus de chance. Si on est face à une intoxication médicamenteuse, le temps de donner l'antidote, à ce que l'antidote fasse son effet. Et si on est devant un état ou un cas de don d'organes. Donc il faut préserver le corps pour qu'on puisse prélever les organes par la suite. Donc je pense que j'ai fini ma présentation. Je vous remercie. Je suis à vous si vous avez une question. Alors c'est votre rôle maintenant, dans la population générale, avec vos patients, de transmettre ce qu'on vient de voir et de faire ça donc, au niveau de votre cabinet ou dans la structure sanitaire, là où vous travaillez avec votre équipe, de faire des séances de simulation parce que ce n'est pas exceptionnel l'arrêt cardiaque. Hein. On pourra être appelé à secourir un patient dans ces conditions. Je vous remercie. Merci, professeur Saïd Jidad. Merci pour cette présentation qui est pertinente et excellente. Merci pour toutes ces explications. Alors, il y a une question dans... Alors, dès que vous avez une activité cardiaque, parce que... Alors, si vous n'avez pas de moniteur, d'accord? Alors, vous prenez le pouls radial, parce qu'une fois qu'on a un pouls radial, ça veut dire qu'on a une activité cardiaque, une contraction qui est efficace. Si vous avez un moniteur, alors dès que vous avez une activité efficace, vous arrêtez et vous surveillez. Donc, l'adrénaline, vous la donnez tant que vous faites la réanimation cardio-pulmonaire. Une fois que vous avez une activité au niveau du moniteur, vous arrêtez et vous surveillez votre patient, parce que le patient ne va pas le lâcher, d'accord?
Alors, on va le passer en réanimation si on est dans un hôpital, ou bien on va le transporter à l'hôpital. Donc, gardez votre patient en surveillance, surveillez, parce que s'il fait un arrêt, il pourra refaire un autre arrêt. Et ce moment de surveillance, donc vous allez penser aux causes réversibles. Pourquoi il a fait l'arrêt cardiaque? S'il y a une cause à traiter, vous la traitez. Merci, professeur. On est très content de vous recevoir avec nous. Merci à vous Merci. et bon courage, bon congrès.